Un pays aux oiseaux fascinants, aux singes joueurs et aux divinités ailées multicolores, de retour chez elle après une longue absence. Sans oublier ses rivières sauvages et ses forêts intactes. Toutes ces merveilles font du Honduras un véritable paradis naturel. Ce pays d'Amérique centrale est bordé par le Nicaragua et le Salvador, ainsi que le Guatemala à l'ouest. Ses principales villes sont la capitale Tegucigalpa et la ville portuaire de La Ceiba, à laquelle fait face l'île d'Utila. Le Honduras compte également un archipel très touristique dans la mer des Caraïbes, les îles de la baie. Ses habitants y vivent en harmonie avec la nature. La forêt primaire qui recouvre la moitié du pays est l'une des dernières en son genre. La plus grande et plus ancienne forêt du Honduras connaît des conditions météorologiques extrêmes. Située à 200 km au sud-ouest de la capitale Tegucigalpa, le parc national de Sélaqué et sa nature immaculée s'étendent sur 27 000 hectares. Il pleut ici 10 mois sur 12. Alors que les forêts s'appauvrissent généralement avec l'altitude, c'est l'inverse qui se produit à Sélaqué. En dessous de 1600 mètres d'altitude, la forêt est principalement constituée de pins et de chênes. Les masses d'air chaud et humide qui s'élèvent du Pacifique se refroidissent pendant leur ascension. L'eau qu'elles contiennent se condense et se transforme en pluie ou en brouillard. Ce phénomène favorise une végétation luxuriante. Les plantes se sont adaptées aux sols pauvres en nutriments, ainsi qu'aux vents fréquents et violents. Les fougères arborescentes et cicadales préhistoriques atteignent une hauteur impressionnante. Leurs racines sont très profondes. Le biologiste Juan Fernando Ruiz contrôle régulièrement l'état de la forêt de nuages. Le parc national de Sélaqué est en effet une source d'eau potable indispensable. Les nuages libèrent des précipitations sur la forêt quasiment toute l'année. Or, la cime des arbres abrite une multitude de plantes épiphytes qui jouent le rôle d'éponge et absorbent l'humidité. Résultat, cela fonctionne comme un gigantesque goutte-à-goutte permanent. Et l'homme bénéficie de ce cycle naturel puisque le parc alimente en eau potable un nombre important de Honduriens. Même pendant la saison sèche, l'eau suinte de la roche en quantité suffisante pour fournir de l'eau potable à la région environnante. Les broméliacées aussi en profitent. Ces plantes offrent une cachette de choix à de nombreux insectes. La menthe religieuse, par exemple, une espèce cannibale fascinante.
Cette mygale s'apprête à pondre. Dans 2 semaines, les œufs qu'elle transporte dans un cocon écloront. Ce scorpion profite des rares rayons de soleil du jour. Tout comme cet anolis. Ce lézard iguanidé fait partie des auxiliaires biologiques, car il débarrasse les plantes des insectes. Il est la preuve vivante que l'écosystème de cette forêt de nuages se porte bien. À la moindre perturbation de leur habitat, ces espèces disparaîtront, comme la salamandre endémique Bolithoglossa selake. Cette minuscule créature ne possède pas de poumons et respire par la peau. C'est pourquoi toute variation de la température ou du pH de l'eau, toute trace de pollution, lui seront fatales. Les arbres géants et les fougères se disputent les quelques rayons de soleil. La présence de mousse indique que l'oxygène circule en quantité suffisante dans la forêt. Mais le changement climatique n'épargne pas cette dernière pour autant. C'est ici que se trouve la plus haute montagne du pays, Las Minas, qui culmine à 2849 mètres d'altitude. Les indigènes de Selake l'ont surnommé le chemin vers le ciel. Le Honduras est le plus montagneux des pays d'Amérique centrale. La faune y est unique. À l'ouest, à la frontière avec le Guatemala, s'étend le plus grand site maya du monde. Le jeu de balle que l'on pratiquait sur ce terrain avait une signification mystique, tout comme cet oiseau, l'ara. On le retrouve partout dans les ruines, taillé et immortalisé dans la pierre. Malheureusement, ces magnifiques animaux ont disparu de la ville maya de Copan pendant des siècles. Mais depuis quelques années, les sentinelles à plumes des Mayas sont revenues chez elles et ont reconquis leur habitat naturel. Comme si un pan du passé avait ressurgi et ressuscité l'histoire fossilisée. Une centaine de ces perroquets se sont réinstallés dans la région, d'où son surnom de vallée sacrée de l'Ara rouge. Ces animaux si précieux peuvent s'y reproduire en toute quiétude. Les aras vivent jusqu'à 50 ans. Une longue vie au cours de laquelle ils restent monogames. Ils sont joyeux, bruyants et font partie des oiseaux les plus intelligents au monde. Leur cerveau comporte effectivement un nombre élevé de neurones.
Mais ces oiseaux exotiques sont également appréciés comme animaux de compagnie et sont donc capturés illégalement. Roxy Guerra travaille pour un centre ornithologique qui les recueille, les soigne et les réintroduit dans la nature. Le centre relève du projet de préservation Ara en liberté. Grâce à son travail, ce perroquet est devenu un élément incontournable de la ville maya de Copán. On ne peut pas les rater, avec leurs couleurs très vives, parfaitement organisées. C'est impressionnant comme tout a changé depuis la création du centre. Désormais, qu'on habite en ville ou dans un petit village, on peut voir une demi-douzaine de haras voler en liberté. On les reconnaît à leur plumage coloré et aux cris qu'ils poussent. Ce sont vraiment leurs deux signes distinctifs. Dotés d'une envergure de près d'1 mètre, ces majestueux oiseaux peuvent voler jusqu'à 55 km/h. Malgré leur taille et leurs plus de 900 plumes, ils ne pèsent qu'1,5 kg. L'ara n'est pas fidèle qu'en amour. Grégaire et sociable, il est également solidaire de ses congénères. Ils communiquent entre eux par des cris puissants, notamment pour s'avertir de la présence d'ennemis. Afin de survivre dans la nature, les plus jeunes s'entraînent dans le centre de Roxy. Au programme, apprendre à voler. On renforce leur musculature, leur résistance pour qu'ils se sentent capables de voler en liberté, pour qu'ils gagnent en endurance. C'est comme un bébé qui apprend à marcher. Sa mère doit lui faire faire quelques pas chaque jour. Eh bien, les haras restent ici, le temps d'avoir plus de résistance, plus de muscles et d'être autonomes. Les haras apprennent aussi à reconnaître les dangers, ce qui leur permettra de vivre plus sereinement. Il y a désormais plus de 70 couples nicheurs à Copán. L'ara rouge est l'oiseau national du Honduras et sa population doit être prochainement restaurée dans tout le pays. D'une divinité des airs à une divinité des eaux. La chute de Pulapanzac est la plus haute d'Amérique centrale. Les Mayas l'ont surnommée la chute de l'eau blanche, un nom des plus appropriés pour cette merveille naturelle à l'écume abondante. Les Mayas y priaient pour obtenir force et sagesse.
Au centre du Honduras se trouve un paysage de volcans éteints, abritant le plus grand lac intérieur du pays, le lac de Yohoa. Situé entre les crêtes du parc national de Santa Barbara et celui de Cerro Azul Meambar, il possède une superficie de 80 km². D'une profondeur moyenne de 15 mètres, il s'élève à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sa roselière et son climat constituent l'habitat idéal pour une grande variété d'oiseaux. Un paradis pour les ornithologues qui peuvent y admirer des centaines d'espèces, y compris des oiseaux migrateurs d'Amérique du Nord venus passer l'hiver. Et se mettre en quête d'une partenaire. Ce jacana roux, lui, est à la recherche de son repas du midi. Samir Dias observe les oiseaux du lac depuis 6 ans. Toutes les espèces présentes dans cet écosystème de zones humides ont un régime alimentaire propre à leur habitat. Par exemple, on trouve un épervier qui se nourrit exclusivement d'escargots du lac de Yohoa. Quant aux oiseaux aquatiques, comme l'aigrette, le grèbe, le canard et bien d'autres, ils vivent, ils survivent si j'ose dire, et se reproduisent uniquement sur ces rives. Le climat autour du lac de Yohoa reste constant toute l'année. La température y est en moyenne de 22 degrés. La faune locale vit en harmonie et forge même des alliances. Les vaches offrent un coin d'ombre aux oiseaux qui, en échange, les débarrassent des insectes. La terre entourant le lac est très fertile et propice à l'agriculture. Un camailleux de verre à perte de vue, digne des forêts de contes de fées. Des orchidées dont les couleurs chatoyantes rivalisent avec le vert de la forêt. Ou des plants de gingembre qui donnent des fleurs d'un rouge éclatant. Le lac de Yohoa jouit d'un climat plus doux que le reste du pays. Une brise fraîche vient chatouiller les palmiers. Au sommet des arbres, un petit mammifère à fourrure est à la recherche des meilleurs fruits tombés. Le coati à nez blanc est très répandu au Honduras. Omnivore, il se régale avec tout, des bananes comme des petits insectes. Les mâles sont solitaires et défendent leur territoire qui peut atteindre une taille conséquente. Les femelles, elles, vivent en groupe.
De novembre à avril, c'est l'effervescence au lac de Yohoa. On dirait que tous les oiseaux de la planète y sont de passage ou à la recherche de nouveaux compagnons. Comme ce gobe-mouche, un proche parent de la grive européenne. Ou ce quetzal, aussi appelé le serpent à plumes des airs. L'émeraude or vert peut battre des ailes 50 fois par seconde. Près de 100 espèces de colibris peuplent le Honduras. De nombreux oiseaux se distinguent facilement dans le vert de la forêt tropicale par leur plumage multicolore. Et le toucan ne fait pas exception. Pour Samir l'ornithologue, les toucans sont les animaux les plus fascinants du Honduras. Il se rend chaque matin à 6 heures à la tour d'observation pour les admirer. Le toucan est une espèce à part, exceptionnelle, qui n'a pas son pareil parmi les autres oiseaux de la forêt. Le Honduras en compte 5 espèces, dont 3 qui vivent dans le bassin du lac de Yohoa. Comme le toucan est frugivore, il participe à la dispersion des graines et aussi à la préservation des forêts primaires et secondaires du site. Leur bec caractéristique leur vaut le surnom de banane volante. Ne pouvant pas transpirer, ils régulent leur température corporelle en réduisant ou en augmentant l'apport de sang au vaisseau du bec en fonction de la température ambiante. Les toucans sautent habilement de branche en branche, grâce à leurs pattes puissantes et à leurs 2 orteils qui dépassent à l'avant comme à l'arrière. Leurs courtes ailes arrondies ne sont pas idéales pour voler, du moins pas sur de longues distances. Des cimes de la forêt tropicale aux profondeurs de la terre. Là où la force de l'eau a creusé la roche. La nature exprime ici toute sa puissance. Ces grottes n'ont été découvertes qu'il y a 55 ans à peine. Un terrain de recherche idéal pour l'étudiante en géologie Marjorie Thomas. Les grottes de Taulabé font partie d'un réseau de cavités qui commence sous la chute d'eau tumultueuse de Pulapanzac. On ignore encore où ce labyrinthe souterrain s'achève. Marjorie croise régulièrement les locataires particuliers de ces grottes. Des chauves-souris. Elles voient avec leurs oreilles, volent avec leurs mains et dorment la tête en bas. Dans les grottes de Taulabé, elles peuvent ralentir leur métabolisme au strict minimum et économiser ainsi de l'énergie. Elles réagissent au moindre changement de température et s'agitent en cas de variation même infime du taux d'humidité.
elles dorment blotties les unes contre les autres pour se réchauffer. Quelques mètres plus bas, un véritable spectacle naturel s'offre à nous. Comme un paysage lunaire qui aurait été façonné sous la terre. Au fil des siècles, les stalagmites ont pris des formes étonnantes. Il en va de même pour les stalactites, qui évoquent les crocs d'une mâchoire. Dans cette grotte totalement naturelle, on peut observer des stalagmites et des stalactites. Les stalactites grandissent d'1 centimètre tous les 100 ans. Les stalagmites, elles, d'1 demi-centimètre. Ces nombreuses concrétions ont des formes diverses et leur apparence nous rappelle parfois le cristal. Autrefois, une rivière souterraine coulait ici, comme en témoignent ces 2 fractures. Elles sont extrêmement profondes. Si quelque chose tombe dedans, c'est perdu à jamais. Et elles sont apparues sous l'action des remous. On ignore la profondeur et la largeur de cette rivière, ainsi que l'étendue de ce réseau de grottes. Il s'y cache donc peut-être d'autres œuvres d'art naturel. Pour le découvrir, il faudra encore patienter plusieurs années. Dans le nord du pays, la végétation est différente, tout comme le climat. L'air y est plus chaud. Ici, ce sont les palmiers qui dominent. Seuls quelques êtres humains vivent dans ces basses terres, composées entre autres d'un fleuve, d'un canyon verdoyant toute l'année et de montagnes escarpées recouvertes de jungle. On y trouve également le Rio Cangrejal et ses eaux cristallines, qui parcourent 30 km pour se déverser dans la mer des Caraïbes. Différentes familles d'animaux ont élu domicile dans ces immenses blocs rocheux. Le Rio Cangrejal serpente dans la vallée entre les chaînes de montagnes et se jette dans son lit creusé dans la roche. Ces rapides sont les plus gros d'Amérique centrale. Outre sa beauté, il est important pour l'approvisionnement en eau souterraine de la ville portuaire de La Ceiba. Bien que le fleuve soit relié à la mer des Caraïbes, sa salinité est faible. Le débit rapide crée une contre-pression. C'est donc l'eau douce provenant de la montagne qui prédomine. Il sépare les parcs nationaux Pico Bonito et Nombre de Dios, 2 chaînes montagneuses qui se dressent à quelques kilomètres seulement de la mer.
Forêts tropicales humides dans les plaines, forêts subtropicales sur les pentes et forêts de nuages à plus de 1000 mètres d'altitude. Le Pico Bonito joue également un rôle important pour l'écosystème de la région. Il régule naturellement le fleuve, mais protège aussi les villages et leurs habitants des glissements de terrain. C'est aussi le territoire du paresseux, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le pays. Lui est plus facile à entendre qu'à voir. Quand il se met à chanter, le cacique de Montezuma donne en effet l'impression d'avoir 2 voix. Après avoir poussé son cri métallique, il balance la tête en arrière. Lors de la parade nuptiale, il vocalise perché sur une branche, puis fait mine de se laisser tomber par terre. Le rituel est répété 10 fois. Les caciques nichent en colonies d'environ 30 nids placés sous le commandement d'un mâle. Des nids tissés en fibres de bananier et suspendus à de grands arbres abritent les œufs. Hors de portée des pumas. Le parc national de Pico Bonito est constitué de 11 montagnes et s'étend sur 565 km². Il regorge de cascades pouvant aller jusqu'à 25 mètres de haut. Le parc constitue le poumon vert du Honduras. Après la forêt tropicale, direction l'écozone néotropicale où vit un grand mammifère protégé. Située sur la côte nord du Honduras, la réserve de Cuero y Salado bénéficie d'un accès direct à la mer des Caraïbes. José Paz est garde forestier. Chaque jour, il effectue des rondes dans l'estuaire avec son bateau. Ces basses terres côtières parsemées de rivières, de marais et de lagunes s'étendent sur 70 km à l'intérieur des terres. Elles abritent plus de 500 espèces animales. José arrive dans la mangrove. Ici, les animaux se réfugient dans l'enchevêtrement de racines pour échapper à leurs prédateurs. Il y a des gens qui ont bien compris l'importance de cette aire protégée et de la préservation de la faune. Mais d'autres n'ont toujours pas évolué dans leur tête. Et ils continuent à faire tout ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre d'endroit. Par exemple, pêcher au filet ou abattre des arbres. Si on veut que notre message passe auprès de tout le monde, j'ai l'impression qu'il va falloir redoubler d'efforts auprès de la population. Les feuilles qui tombent et les insectes qui s'y posent garantissent à la faune aquatique une nourriture abondante.
La fierté de la réserve, le lamentin des Antilles. Une espèce menacée d'extinction qui trouve néanmoins le calme, le gîte et le couvert sur les rives de la mangrove. La mangrove et ses méandres sont surnommés le tunnel vénitien vers les Caraïbes. Cette aigrette bleue est déjà réveillée. Étonnant pour un oiseau nocturne. Qu'est-ce qui a bien pu l'attirer de son sommeil? Ses voisins singes hurleurs. Ce sont des grimpeurs lents qui se balancent rarement de branche en branche. Ils mènent une vie tranquille et douillette. Ils ne s'éloignent de leur lit que pour aller chercher à manger. Le père cherche la cime d'arbre dotée des meilleures fleurs, imitée par sa progéniture. Les singes qu'on a vus étaient en train de manger. Le singe hurleur se nourrit des feuilles de différentes plantes. Ici, saison sèche ou saison des pluies, la végétation est toujours verte et il n'a donc aucun mal à trouver de quoi s'alimenter. Voilà pourquoi Cuero y Salado fait partie des aires protégées prioritaires du Honduras. C'est un sanctuaire qui abrite une multitude d'espèces animales. Les premiers mois, les petits restent avec leur mère. Lorsqu'ils deviennent indépendants, ils suivent les pas de leur père. Au bout de 3 ans, ils atteignent enfin l'âge adulte et quittent le groupe familial. José fait partie de ceux qui protègent les singes hurleurs dans la réserve et qui contribuent à leur préservation. La mer des Caraïbes compte un archipel appartenant au Honduras. Les 3 îles de la baie. Utila est certes la plus petite, mais c'est elle qui abrite la plus grande diversité faunique et floristique. Elle comprend 10 petits îlots plats formés par des dépôts de corail et de sable. La moitié d'entre eux sont inhabités. Les dauphins apprécient beaucoup les eaux chaudes des Caraïbes. Utila est entouré de la barrière de corail mésoaméricaine. C'est le plus long récif corallien transfrontalier du monde. Il s'étend sur des milliers de kilomètres. Les zones côtières sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique,
qui déséquilibre l'écosystème corallien. Une espèce de poisson venue d'ailleurs a ainsi fait son apparition ici. Originaire de la mer Rouge, la rascasse volante prolifère dans la mer des Caraïbes. Le fait qu'elle n'ait pas de prédateur naturel, couplé à sa voracité, menace la biodiversité des récifs. Des recherches ont montré qu'il faudrait éliminer 27% de la population actuelle pour protéger la barrière de corail. La biologiste marine Maria Fernando et son équipe d'apprentis plongeurs veulent sauver le récif corallien d'Utila. Les rascasses volantes envahissent nos fonds marins. Un jour comme aujourd'hui, par mer d'huile, les conditions sont idéales pour en capturer. Ces opérations de collecte sont organisées avec les clubs de plongée des îles de la baie. Pour ma part, je fais des recherches sur le requin-baleine en mer des Caraïbes. On a justement choisi de mener cette opération à l'occasion de la journée du récif mésoaméricain. On espère sincèrement inverser la tendance et contribuer ainsi à la bonne santé des coraux. Les plongeurs doivent aller chercher les poissons venimeux à 10 mètres de profondeur. Ils les capturent à l'aide d'un harpon. La pêche est bonne aujourd'hui. 25 rascasses volantes. Une fois de retour sur l'île, elles seront mesurées, pesées et débarrassées de leurs épines venimeuses. Il s'agit d'un poisson comestible. Les prises seront distribuées aux habitants. Quant aux épines toxiques, elles serviront à faire de beaux bijoux. Les plongeurs ont de la visite. Un banc de dauphins. L'île d'Utila se trouve à 32 km à l'ouest du continent.